Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'attaquer, une longue intro à faire, pas mal de choses à dire, donc on va commencer avec les choses habituelles. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, vous avez mon Instagram juste ici. Si vous voulez aller un peu plus loin et me soutenir sur la chaîne, vous pouvez vous abonner à l'abonnement premium de ma chaîne YouTube. Ça, c'est un soutien pour moi et en fait, je vous envoie les PDF sur un groupe WhatsApp. En gros, vous vous inscrivez à l'abonnement premium, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous mets dans le groupe WhatsApp et je mets à partir du moment où vous êtes abonné les PDF au fur et à mesure. Ensuite, donc là on arrive dans les dernières vidéos de cette saison, hein, il en reste 3, je pense, 2 après celle-là normalement, et la dernière je finirai comme j'ai fait l'année dernière avec une FAQ. Aujourd'hui donc on va parler, on va voir, donc le titre c'est comprendre les différences physiologiques entre hommes et femmes dans le sport. C'est une vidéo un petit peu particulière, je vais la mettre dans la catégorie hors série. J'avais déjà fait des vidéos hors série, notamment celle-là, sur le TDPM. Et en fait, je me sers de la petite visibilité que j'ai pour essayer de mettre en avant parfois des petites choses. Bon, je ne l'ai pas fait souvent jusqu'à présent. Heu et là, je voulais en profiter pour mettre, en avant qu'il y avait des ouais, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Je voulais en parler, notamment du fait que c'est vrai que dans la recherche, donc en physiologie du sport, enfin ou même dans le sport de manière générale, ou en recherche médicale, en général, on a une sous-représentation des femmes et en fait, on a de plus en plus d'études là maintenant qui essayent de combler un petit peu cet écart, ce retard d'études sur les femmes et du coup, bah, je voulais, voilà, le mettre un petit peu en avant et donc je pense même que la prochaine vidéo, ce sera encore sur ce thème-là. Aujourd'hui, c'est sur le thème de la performance dans le sport, mais les prochaines fois, ça pourra être par rapport à certaines pathologies, voilà, où on peut avoir des différences entre les hommes et les femmes, et parfois ça peut amener, vu qu'il y a surtout les hommes qui sont étudiés, bah, ça peut amener à des pertes de chance, des erreurs de diagnostic ou de l'errance médicale chez les femmes, d'accord? Normalement, vous avez déjà entendu parler de ça dans les pathologies cardiovasculaires, avec des femmes qui ont des symptômes qu'on qualifie d'atypiques par rapport à ceux des hommes, mais c'est juste que c'est les symptômes qu'on retrouve chez les femmes. Et du coup, bah, elles peuvent être moins bien identifiées par les médecins et avoir donc plus de risques de mourir ou de choses comme ça. Si on part par exemple dans les pathologies inflammatoires, bah, dans la spondyarthrite axiale, les femmes elles font des formes pareil atypiques, c'est juste elles font des formes différentes des hommes, sauf que vu que les hommes c'est à chaque fois eux qui sont étudiés, ben, on reconnaît moins bien chez les femmes et donc il y a une errance thérapeutique, une errance médicale qui peut se mettre en place. Donc la dernière fois j'avais parlé du TDPM et là on va parler des différences physiologiques dans le sport. Je vais juste faire une petite, un petit avertissement entre guillemets qui concerne pas les gens qui regardent la chaîne de manière assidue parce que j'ai jamais eu de problème avec, avec vous, hein, les personnes qui suivent qui me suivent de manière régulière, à chaque fois, c'est toujours, j'ai jamais eu aucun échange, qui posait problème. C'est toujours respectueux, c'est toujours dans, un échange des échanges constructifs ou des choses comme ça. Mais parfois mes vidéos, elles sont vues par des personnes, par d'autres personnes, on va dire et ça amène parfois des discussions en commentaire qui sont un petit peu pénibles. Et donc pour cette vidéo-là, je vais tout de suite, faire un avertissement. On va parler, de sexe, on va parler de genre. Donc tous les commentaires qui seront, misogynes ou sexistes, ça va, dégager, direct, voilà. Et donc on va aussi parler de sport, de performance, comme je l'ai dit, sexe. Tous les commentaires transphobes, ça dégagera directement, pas de aucune tolérance, pour, l'intolérance pour le coup. Voilà, donc ça c'était le petit avertissement de début de vidéo qui concerne une proportion, minime, mais voilà, je préfère être clair, dès le début. Donc on va attaquer. Alors il y a beaucoup de diapos, il y en a 45, la vidéo risque d'être longue. Là on va dire, je vais faire une estimation de 2h30, comme ça je prends de la marge. Et une chose aussi, donc elle sera en 2 parties. Première partie, bah, la vidéo et en deuxième partie, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. En général, je fais pas dans cette playlist-là, mais bon là, exceptionnellement, ça sera le cas. On fera une petite analyse justement de commentaires. J'ai eu des échanges en commentaire avec, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, on étudiera un petit peu un échange que j'ai eu, avec une personne qui m'a laissé des commentaires
Ouais, je vous laisserai, découvrir. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui me disent qu'ils aiment bien justement, voilà, avoir une base de données, par rapport à des sophismes, des outils rhétoriques. Je rappelle que je suis autant, rhétoricien que les ostéopathes sont médecins, voilà, pour dire un petit peu, mon niveau. Mais ça a aidé certaines personnes apprécient. Ça a aidé certaines personnes à, débattre, sous, du contenu sur Instagram et tout ça. Donc de temps en temps, je continuerai à faire ça quand même. Donc là, on a un petit schéma qu'on verra après, donc je vais rien commenter du tout pour le moment. Et on va commencer avec l'introduction, et justement je vais revenir à ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, et on va parler du sexe et de la recherche biomédicale. Donc le sexe est une variable biologique sous-estimée en recherche, et son importance elle est reconnue seulement depuis quelques années. On a une sous-représentation des femmes, donc participantes aux études expérimentales, historiquement et encore aujourd'hui. Donc en fait, on a une sous-représentation des femmes. Donc c'est pour ça que, dès qu'il y a des études qui mettent un petit peu en avant, les femmes, bah, je vais essayer d'en parler, voilà. C'est pas forcément des sujets que je maîtrise, mais si je peux mettre un petit peu donner un petit peu de visibilité à ces sujets-là, bon bah, je vais le faire. Et en fait, on a une prédominance du modèle masculin même de 70 kilos, donc on voit que la science elle est quand même assez, restreinte dans certaines, sur, dans certains cas, on va dire. Donc il faut savoir, voilà, on peut pas extrapoler toujours tout à tout le monde. On a des différences physiologiques entre les sexes, donc présentes en général chez l'humain et même on peut retrouver ces différences chez l'animal. Et ça va concerner la majorité des systèmes physiologiques, donc ça peut être le système cardiovasculaire, musculo-squelettique, respiratoire, neurologique. On a un impact sur la performance motrice de par ces différences, hein. Donc ces différences expliquent les écarts de performance entre hommes et femmes. Peut expliquer certaines choses donc, chez les athlètes de haut niveau. On peut même avoir des différences au niveau des atteintes des maladies chroniques. Voilà, donc on a des différences. Là, on va se concentrer sur le sport, mais ça n'affecte pas que le sport. Donc, et on a des avantages biomécaniques masculins qu'on verra tout au long de la vidéo qui peuvent expliquer ces différences. Ces différences, voilà. Donc, on va continuer quand même sur le fait que la représentation des femmes dans les études, elle s'est améliorée ces dernières années, notamment depuis que plusieurs agences de financement ont explicitement exigé l'analyse du sexe et du genre dans la recherche biomédicale. Néanmoins, des disparités subsistent dans la recherche sur les animaux comme sur les humains, et un changement culturel demeure nécessaire dans le domaine scientifique. Voilà. Donc, et effectivement, on a ces disparités et il faut que la recherche, elle avance sur ce domaine-là pour bah, justement diminuer ces disparités, hein. Donc on a des exemples avec plusieurs études qui ont montré que les femmes restent historiquement sous-représentées dans les recherches en sciences de l'exercice, physiologie et disciplines associées, représentant souvent entre 20 et 40% des participants. Bien que la représentation des femmes se soit améliorée récemment, elle reste encore inférieure à celle des hommes. À titre d'illustration, la proportion relative de femmes par étude est passée de 22% en 1991 à 36% en 2021. Donc on a une progression. Bon, en 30 ans, c'est pas non plus, je ne la trouve pas exceptionnelle. Voilà, la progression. Mais bon, voilà, en tout cas, au moins ça va dans le bon sens. Avec certains événements aux États-Unis en ce moment, est-ce que ça va continuer d'aller dans le bon sens ou peut-être est-ce que ça va ralentir pendant 4 ans? Voilà, la question se pose clairement. Voilà. Donc la recherche biomédicale humaine, elle repose en général effectivement sur des volontaires, ça faut le savoir, de sorte que on peut avoir des différences de représentation entre les sexes, pardon, et qui va refléter en fait en grande partie des différences dans la propension à participer. Les données actuelles suggèrent plusieurs facteurs contribuant à la moindre participation des femmes, donc des différences d'intérêt et de volonté de participer selon le sexe en fonction des méthodes et interventions proposées. Donc on a un biais de volontariat. La composition des équipes de recherche, notamment en ce qui concerne les auteurs principaux et seniors, donc on a un biais de, cette fois-ci, l'investigateur. Les études à sexe unique ne recrutant qu'un seul sexe ou genre, donc là on a un biais d'inclusion. Voilà. Effectivement, dans certains cas, mais là je crois pas que ça soit abordé là, mais par exemple juste, voilà, si on veut suivre des gens sur une performance ou peu importe, parfois on se dit que inclure des femmes qui ont un cycle hormonal différent, bah, ça peut faire varier les données ou les choses comme ça, et donc du coup, bah, voilà, on peut, dans les biais d'inclusion, voilà, on peut retrouver ça comme ça.
Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que donc on a on a les femmes qui sont dans les études et le sport, l'exercice, qui sont moins représentées. Et donc bien que les évolutions réglementaires des agences de financement et des revues scientifiques aient permis d'augmenter la participation des femmes dans la recherche, cette progression elle reste lente et elle demeure en retard par rapport aux progrès plus rapides observés dans d'autres domaines comme le sport et l'application de la loi américaine Title IX interdisant la discrimination sexuelle dans les programmes éducatifs, y compris le sport universitaire. De nombreux journaux scientifiques et projets de recherche non financés ne sont pas encore soumis à l'obligation de prendre en compte le sexe comme variable biologique. Donc là, on va voir l'augmentation de la représentation des femmes dans le sport et la recherche physiologique au cours des 70 dernières années. Donc là, on a par rapport aux Jeux Olympiques. Donc c'est l'augmentation de la représentation des femmes en tant que participantes aux Jeux Olympiques, ici. Là, c'est le Title IX Act, ok. Et là, on a les résultats dans la recherche, voilà, la recherche physiologique. Ici, comme je vous disais, c'est l'adoption du Title IX, donc c'est arrivé en 1972 et qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans tout programme éducatif, plutôt quelque chose de pas mal. Ce biais sexuel historique est persistant, bien qu'il soit atténué, bon, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, il persiste dans la littérature scientifique concernant la performance humaine et la réponse à l'exercice chez les femmes et les hommes, et ça peut contribuer à une sous-estimation des différences de performance liées au sexe. En particulier, on connaît encore peu de choses sur les bénéfices spécifiques de l'exercice chez les femmes, qui peuvent différencier de ceux observés chez les hommes, ainsi que sur les mécanismes physiologiques sous-jacents à ces différences. C'est pas parce que quand on fait un exercice chez les hommes, par exemple, on a des adaptations et que ces adaptations se font au travers de certains mécanismes qu'on va retrouver les mêmes mécanismes, peut-être même les mêmes adaptations chez les femmes. Et une chose voilà, qu'on sait, par exemple, c'est l'activité physique régulière et l'exercice, ça procure d'importants bénéfices physiologiques chez les deux sexes. Amélioration globale de la santé, prévention des maladies chroniques et allongement à la fois de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé. Mais bien que l'idée que l'activité physique soit bénéfique pour la santé humaine, et ça remonte à il y a longtemps, hein, comme voilà, on voit, à l'Antiquité, les femmes, notamment celles en âge de procréer, ont longtemps été exclues ou interdites de participation aux études cliniques, en partie en raison de discrimination systémique et d'idées erronées sur les risques potentiels encourus par les femmes. On a une étude longitudinale donc qui a exclu les femmes dans son étude de 1958 à 1978, alors même qu'elles représentaient environ 2 tiers de la population âgée de plus de 65 ans. Ces biais sexistes en recherche médicale ont des conséquences importantes en matière de santé, avec des disparités de traitement chez les femmes. En effet, hommes et femmes présentent des différences d'incidence pour plusieurs grandes maladies et des réponses différentes à de nombreux traitements, contribuant ainsi aux écarts de santé et de mortalité entre les sexes. Donc peut-être qu'on reconnaît moins les maladies, par exemple chez les femmes, parce qu'elles se manifestent de manière différente. Peut-être qu'elles ont une évolution qui est différente dans les symptômes, dans le temps, dans les choses comme ça. Ça peut aussi amener du coup à des traitements moins bien faits. Est-ce que les dosages doivent être les mêmes? Est-ce que voilà, il y a des questions qui se posent, et c'est vrai que du coup avec une recherche et ces biais ici sexistes, bon bah on accumule un certain retard, mais voilà, on essaye de le combler, mais en fait faut être conscient quand même de ça, faut voilà, la science, très 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 bon outil pour accéder à de la connaissance vraie, justifiée. En revanche, elle n'est pas apolitique, cette science, d'accord? Elle va dépendre de programmes, que ce soit de financement, ça va dépendre de la politique du pays et tout ça, comme on peut le voir aux États-Unis, changement de président, changement de pratique, voilà, et tout va changer. Donc la science, c'est un outil, mais dans un pays, voilà, il y a un contexte politique, et on peut pas, et la science n'est pas apolitique, voilà, et c'est pas les scientifiques qui sont dans leur coin, avec aucun biais sociaux, aucun biais culturel, leur argent qui viendrait miraculeusement d'un endroit totalement neutre. Non, non, et voilà, il y a des politiques économiques, il y a des politiques en termes de recherche et tout ça, et est-ce que l'argent est mis dedans, et comment est fait l'argent, voilà. Donc, très bon outil, mais il y a un contexte politique à comprendre derrière tout ça.
Une inclusion insuffisante des femmes dans les essais cliniques a conduit à des choix thérapeutiques inadaptés, des résultats de santé défavorables pour les femmes et même à une augmentation des taux de mortalité cardiovasculaire féminine. Là, effectivement, on n'en parlera pas, mais peut-être dans une prochaine vidéo, on parlera justement de ça. Notamment, j'ai prévu une vidéo aussi où on parlera de troubles cardiovasculaires, peut-être plus même vasculaires, mais bon, on parlera aussi cardiovasculaire, pourquoi pas. Et même, voilà, au niveau des artères, il y a des adaptations qui sont faites chez les hommes et chez les femmes, mais elles sont différentes, ces adaptations. Donc voilà, on va, comme je vous ai dit, on va plusieurs vidéos sur ce sujet. Là, il y en aura peut-être potentiellement 2 d'affilée. L'année prochaine, si je reprends les vidéos, on essaiera d'en mettre, d'en refaire quelques-unes. Avant d'attaquer la suite, comme d'habitude, je vous présente ma formation sur le triage des personnes qui se présentent au cabinet avec une lombalgie. C'est une formation que je fais vraiment en mon nom propre. Vous avez le lien de la formation en description. C'est vrai que je le fais pas souvent, j'oublie en général, mais je vais remercier toutes les personnes qui achètent cette formation. Il n'y a pas d'aide d'un point de vue financier, il n'y a pas de financement ou de choses comme ça. Vous pouvez la payer en 2 fois, mais voilà, c'est de votre poche. Après, c'est déductible quand même en frais professionnels. Mais donc, je tiens à vous remercier, hein, remercier toutes les personnes qui se procurent cette formation. Ça me fait plaisir de voir bah, que certaines personnes vraiment ont confiance au point d'investir dans cette formation. Je vous mets le programme de la formation juste ici. Donc on voit plusieurs choses. Voilà, tout à l'heure je vous ai parlé de la spondylarthrite axiale. Voilà, ici on en parle. Là, je suis en train de travailler sur la partie. Non, je vais pas arrêter de dire la partie 2 parce que on va finir vraiment par croire que les deux, c'est une suite. Elles sont indépendantes, ok? Elles sont complémentaires mais indépendantes. On peut commencer par l'une ou par l'autre. On peut faire que l'une sans l'autre. Voilà, vous faites comme vous voulez. Je rappelle juste que toutes les personnes qui achèteront la version lombalgie avant la sortie cervicalgie, vous aurez une réduction au moment de la sortie de la version cervicalgie. Vous avez du temps, vous inquiétez pas. Pour le moment, j'ai tourné l'introduction, la présentation, j'ai fini fracture, tumeur, infection, et là en ce moment, je suis en train de filmer la partie sur les instabilités cervicales supérieures. Donc il reste tout ça à faire. Donc vous avez encore quelques mois, hein. Si vous voulez bénéficier de la réduction sur cette formation-là, vous avez encore quelques mois, ne vous précipitez pas. Voilà, vous avez le temps. Et si vous vous demandez ce qu'il y a dedans, donc vous avez la page de vente, hein, comme je l'ai dit, il y a le lien en description. Et sinon, vous avez cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube, 1 heure où j'explique un petit peu le pourquoi, du comment, et puis j'essaie de la présenter de la manière la plus complète, objective et objective possible pour qu'il n'y ait aucune surprise au moment où vous l'achetez, hein. C'est tout simplement. Je suis pas là pour faire de l'argent sur votre dos. J'ai fait un travail. J'ai, pour le coup, je partage beaucoup de contenu gratuit, mais je peux pas faire que du contenu gratuit dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Il faut que j'ai besoin de certaines sources de revenus. Donc celle-là, voilà, donc cette formation-là est payante. Et comme je vous dis, bah, merci pour toutes les personnes qui se la procurent. Votre confiance me touche. Voilà. Donc on va retourner sur cette vidéo-là, et donc là on va parler de certaines définitions qui sont importantes à connaître dans le cas de cette étude, mais pas seulement, parce qu'en fait on est quand même en 2025, il y a des choses qu'il faut comprendre en 2025, d'accord? Donc déjà il faut différencier sexe et genre, d'accord? C'est des choses qui sont différentes, et ça faut bien maîtriser. Donc le terme sexe, il est parfois utilisé à tort, de manière interchangeable avec le mot genre. Mais ces deux notions désignent des concepts différents, même s'ils peuvent être liés. Le sexe, il fait référence à un ensemble de caractéristiques biologiques, incluant les chromosomes, les gènes, les concentrations hormonales, la taille des gamètes et l'anatomie reproductive, d'accord? Donc effectivement, chaque être humain va avoir, ou les animaux, dans ces tissus, chaque cellule, voilà, il va y avoir un sexe qui va dépendre en fait par la présence de chromosomes. Bon, chez l'homme, vous connaissez XX, et chez les mâles, XY. Bien que le sexe soit généralement binaire, et là on va revenir sur le terme de généralement binaire, il n'est pas juste binaire, masculin ou féminin, il y a d'autres variations chromosomiques plus rares, qualifiées de troubles du développement sexuel ou de conditions intersexes. Là, effectivement, il n'y a pas les chiffres, mais si on fait tout global, alors il n'y a pas les chiffres, et j'ai pas la source à l'heure actuelle, mais quand j'avais regardé, j'avais un chiffre, vous pouvez me corriger dans les commentaires, mais si on englobe vraiment tout,
ça pouvait représenter 1,7% de la population, donc un peu moins de 2%. Voilà, c'est pas des conditions extrêmes, c'est pas rare de chez rare, quoi, hein. Voilà, parce qu'on peut voilà, je vois les arguments arriver, voilà, ça représente quand même une certaine proportion de la population. Le chromosome Y, vous le connaissez, donc c'est l'un des plus petits chromosomes humains, il comporte moins de 5 codes gènes qui codent pour des protéines. Parmi ces gènes, l'expression du gène donc Sex Determining Region Y, donc SRY, et qui induit le développement des testicules, la production de testostérone et la puberté masculine. Il constitue le principal gène déterminant à l'origine des différences physiologiques, anatomiques et de performance physique entre les sexes, en particulier pour les activités impliquant la puissance musculaire, la force, la vitesse et l'endurance aérobie. Maintenant, on va parler du genre, et là, en fait, c'est différent. Le genre, c'est un concept multidimensionnel qui englobe l'identité et l'expression de genre, ainsi qu'un ensemble d'attentes sociales et culturelles. Le genre est autodéfini par chaque individu, peut évoluer au cours de la vie et peut ou non correspondre aux attentes culturelles associées aux caractéristiques biologiques de sexe. D'accord? Les recherches sur l'impact du genre sur la performance humaine sont plus limitées et ont été abordées dans d'autres publications, on ne le verra pas nous ici. Et on a des données récentes qui indiquent que chez les athlètes, le sexe biologique est un meilleur prédicteur des performances en course que le genre. On va le comprendre avec la suite de cette étude, bien évidemment. Mais voilà, il faut comprendre la différence entre sexe et genre. On est quand même en 2025. Voilà, c'est quand même pas compliqué comme notion en soi, sauf si on veut être voilà, sauf si on veut être con. Donc là, on va rentrer un petit peu dans la biologie en parlant des hormones stéroïdiennes sexuelles. On va commencer avec la testostérone, qui est la principale hormone sexuelle et anabolisante chez l'homme, et elle constitue justement un déterminant majeur des différences de performance motrice entre les sexes. Bon, ça, normalement, je vous ai pas appris grand-chose. Chez les hommes, après la puberté, les concentrations endogènes de testostérone, elles sont environ 15 fois plus élevées que chez les femmes, ce qui, par ses effets physiologiques et anatomiques cumulés, confère un avantage athlétique pour le coup aux hommes. La testostérone et son métabolite le plus actif, donc la dihydrotestostérone, la DHT, participe au développement et au maintien des caractéristiques androgénodépendantes. Voilà. On sait aussi que les androgènes sont fréquemment utilisés donc en thérapeutique pour moduler la masse musculaire squelettique. Et les stéroïdes anabolisants de synthèse permettent d'augmenter la masse musculaire et les performances, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et donc on sait que l'administration exogène de testostérone, donc les personnes qui consomment de la testostérone par injection, comprimée, peu importe, bah, ça va améliorer les performances. Tandis que les traitements qui vont bloquer l'action de la testostérone endogène, pour le coup, ça va altérer la performance athlétique. Donc on sait que la testostérone, pour le coup, c'est un facteur important de la performance sportive et notamment de la différence de performance sportive entre les hommes et les femmes. La relation entre la testostérone endogène et les performances sportives ou les déterminants physiologiques chez les hommes et les femmes reste débattue. Et on a plusieurs observations qui contribuent à cette controverse. D'abord, chez les athlètes féminines de haut niveau, la testostérone libre endogène, donc pas la testostérone totale, est associée à la performance dans seulement quelques disciplines d'athlétisme, 5 sur 21, sans relation retrouvée dans les autres épreuves féminines ni chez les hommes. Donc pour ceux qui ne savent pas, la testostérone libre, en fait c'est celle qui est libre, pas liée à des protéines, et quand on parle de testostérone totale, ça compte la testostérone qui est liée, en général ça se lie à des protéines, voilà. Ensuite, les augmentations modestes et transitoires de testostérone endogène après un entraînement en résistance ne sont pas associées à une augmentation de la synthèse protéique musculaire ni à une hypertrophie, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc là, voilà. Alors après, pour ceux qui font de la musculation, je sais pas si vous avez déjà entendu, je crois qu'on le disait il y a longtemps, ça fait un moment que j'ai pas entendu ça, mais on disait par exemple qu'il fallait faire les jambes parce qu'on avait une augmentation transitoire pour le coup de la testostérone et que ça aidait à faire des gains de masse musculaire sur le reste du corps. Bon bah on voit une fois de plus que c'est encore une idée reçue qu'on avait dans le monde de la musculation. Une de plus, j'ai envie de dire, bon je l'entends un peu moins en ce moment, mais si elle traîne, voilà, et que vous l'aviez en tête, bon bah maintenant vous savez que c'est une idée reçue quoi. Donc voilà, en fait là c'est ce qu'on vous dit juste ici, que c'est l'adaptation musculaire à l'exercice. Bah, ça repose sur un ensemble complexe de facteurs physiologiques et n'est
Il n'y a pas de lien direct entre les variations transitoires de testostérone et les adaptations musculaires. Voilà. Quand on parle de variations transitoires, bien évidemment, on parle de endogène, pas exogène. Ok. Voilà, complexe. Ça veut donc effectivement plusieurs choses qui rentrent en jeu pour expliquer ça. En revanche, la testostérone libre endogène montre une certaine association avec la masse musculaire, probablement médiée par l'insuline, les œstrogènes ou la SHBG. Bon, voilà, très bien. Deux grands facteurs qui vont moduler cette variabilité interindividuelle. On a en fait ce qu'on appelle la courbe sigmoïde dose-réponse de la testostérone et la densité des récepteurs androgéniques musculaires. La courbe sigmoïde, je vous ai absolument pas mis d'image, mais c'est une courbe qui ressemble en gros à ça, qui commence doucement, qui monte beaucoup et qui se réaplatit au bout, ça fait une sigmoïde. Voilà. Et donc on comprend très bien ça quand on regarde les athlètes féminines en fait qui présentent des concentrations basales faibles de testostérone, et ben elles réagissent fortement à l'administration exogène de testostérone. Euh, Elles réagissent plus fortement que les hommes. Donc en fait elles sont plutôt en bas de la courbe sigmoïde et en fait il en faut peu pour avoir pour avoir des grands résultats. Donc les femmes se situent dans la partie inférieure à intermédiaire de la courbe dose-réponse. Petite augmentation produit de grands effets. Les hommes, eux, ils sont situés plus haut, au niveau plutôt du plateau, on va dire, le plateau supérieur, où les gains supplémentaires liés à l'augmentation de testostérone sont moindres. D'accord. Hommes et femmes montrent des réponses distinctes à la testostérone concernant deux facteurs majeurs d'hypertrophie musculaire, le transcriptome musculaire et le contenu en récepteur androgénique. Donc ça veut dire en gros, alors c'est pas explicité, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais ce qu'on peut se dire, c'est que en fait, la réponse des gènes à la testostérone, elle va être différente entre les sexes. Est-ce qu'on a une activation plus importante de certains gènes ou chez les hommes par exemple, ou des activations différentes chez l'homme de chez la femme? Voilà, ça peut jouer sur ça. Et le contenu en récepteur androgénique, c'est-à-dire que plus on va avoir de récepteurs androgéniques, bah, plus la testostérone va avoir un impact sur la prise de masse musculaire à ce niveau-là. Si on va chez les jeunes hommes qui ont des niveaux homogènes élevés de testostérone endogène, le contenu en récepteur androgénique musculaire semble davantage corrélé à l'hypertrophie obtenue après l'entraînement en résistance que le taux de testostérone en lui-même. Donc effectivement, il n'y a pas que la dose de testostérone, il y a aussi les récepteurs qui sont importants. Ça, dans le monde de la musculation, normalement, c'est quelque chose qui se dit souvent. Et là, pour le coup, tout à fait justifié. Pourquoi il n'y a pas que des idées reçues, même s'il y en a beaucoup. Cette variabilité est donc liée à un éventail physiologique restreint de concentration de testostérone chez les hommes étudiés, des différences dans la courbe dose-réponse, une hétérogénéité du contenu en récepteur androgénique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grande variabilité individuelle et intersexe dans la relation entre la testostérone endogène et la masse et la force musculaire. Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si vous prenez de la testostérone exogène, là, vous allez fortement augmenter vos performances. Voilà, ça, par contre, pour le coup, ça, on le sait. En termes d'effets physiologiques, on en a plusieurs. On va avoir une augmentation du nombre et de la taille des fibres musculaires. Donc, la taille, c'est l'hypertrophie. L'augmentation du nombre, on serait plutôt sur de l'hyperplasie, pour le coup. Alors là, je vais juste dire un petit truc. Moi, je suis pas, pour le coup, je suis pas expert, mais il me semble hein, que l'augmentation du nombre de fibres musculaires, donc l'hyperplasie, je suis pas sûr que ce soit très démontré chez l'humain. En tout cas, si c'est possible, ce serait quand même relativement rare. Voilà, pas sûr de ça. Par contre, chez les animaux, ça, on sait que oui. Je crois que ça a été démontré chez les rongeurs, euh, oiseaux, poissons. Après, je crois même que euh, chez les poissons, je me demande si c'est pas physiologique, et peut-être chez les rats ou des choses comme ça, peut-être qu'ils peuvent appliquer des protocoles un petit peu plus agressifs, on va dire, que ce qu'on peut faire chez un homme, et du coup pousser vraiment les limites de la physiologie. Voilà. Mais moi, je garderai juste une petite parenthèse ici, hyperplasie chez l'être humain, moi je suis pas trop sûr, peut-être que je suis pas à jour. Voilà. Une augmentation du nombre de cellules satellites, une augmentation du nombre de myonucléus et une augmentation de la taille des motoneurones. Il y a d'autres modifications physiologiques. On a l'augmentation de la biogénèse mitochondriale musculaire. Donc là c'est chez la souris mâle, de l'expression de la myoglobine et du contenu en IGF-1 chez l'homme. Effectivement, la 6 mètres souris mâle, peut-être que les données ici
ça vient de la souris, pour le coup. S'ils combinent un petit peu les deux, il n'y a pas que des études chez l'homme qui ont été prises, donc voilà. Effectivement, peut-être que c'est pour ça qu'on a l'hyperplasie ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la puberté, on va avoir des différences marquées de concentration de testostérone entre les sexes, et ça va entraîner une divergence physiologique. Par rapport aux femmes, les hommes ils vont développer davantage de masse musculaire à contraction rapide, on le verra après que les muscles ne sont pas foutus tout à fait pareils entre les sexes, il y a des petites différences. Une plus grande capacité de transport d'oxygène via l'hématocrite et l'hémoglobine, on en parlera aussi. Un débit cardiaque plus élevé, un pourcentage de masse grasse plus faible chez les hommes et de meilleures performances sportives en force, vitesse, puissance et endurance aérobie. Au cours de la puberté, des différences anatomiques immuables se mettent également en place. Les hommes sont en moyenne plus grands, ils ont des membres plus longs, des poumons et des voies aériennes plus larges, une masse musculaire supérieure et un cœur de plus grande taille. Ok ? De toute façon, on va aborder ça après de manière détaillée, vraiment point par point. Maintenant, on va voir les œstrogènes. Donc, on enchaîne avec les œstrogènes. Donc, les œstrogènes, ils constituent une catégorie large d'hormones stéroïdiennes sexuelles, associées plutôt cette fois-ci aux organes reproducteurs féminins, et qui vont participer au développement des caractères sexuels secondaires féminins. Il y a plusieurs types d'œstrogènes. On en compte en général 4, œstrone, œstradiol, œstriol et œstétrol. Et le stradiol, c'est la forme prédominante chez les femmes non enceintes en âge de procréer. Et en général, c'est le principal objet des études. Normalement, celui-là, vous le connaissez. En général, on parle de testostérone chez l'homme. Et quand on parle d'œstrogène, on peut parfois remplacer ce terme-là par œstradiol, bien que ce ne soit pas le seul. Mais bon, vu que c'est le plus présent, comme on a vu ici, dans une certaine population, bon, bah, parfois on les utilise de manière interchangeable. On a cette hormone-là, elle est présente chez les deux sexes, d'accord? Comme la testostérone, elle est aussi présente chez les femmes. On avait juste vu en quantité inférieure. Et là, pour le coup, celle-là, elle est plus présente chez les femmes. Elle est au moins 4 fois plus élevée chez les femmes adultes que chez les hommes. Voilà. Et donc, comme on l'a vu, ça a un rôle dans les fonctions reproductives des deux sexes, d'accord? Et cette fois-ci, par contre, en termes d'effets anaboliques, ils sont nettement limités, surtout si on les compare à ceux de la testostérone. Et il ne participe pas, c'est pas un facteur central des grandes différences de performance sportive entre les sexes, quand on parle de force musculaire, de puissance, de capacité aérobie et d'endurance. Mais ils ont quand même un rôle important dans la régulation de la glycémie, de la santé osseuse, du fonctionnement immunitaire, de la santé cardiovasculaire, de la fertilité et de certaines fonctions neurologiques chez les hommes comme chez les femmes. Voilà, après, on sait que alors c'est pas trop mon sujet, mais notamment autour de la ménopause, bah voilà, le risque cardiovasculaire et le risque au niveau de la santé osseuse, peut-être les autres aussi, mais je connais moins, voilà, ils vont être un petit peu augmentés quand les femmes elles vont arriver à la ménopause où elles auront moins d'œstrogènes. Et donc chez les femmes, en particulier, les œstrogènes ils vont contribuer au maintien de la masse osseuse, musculaire et tendineuse. Si on revient au niveau de la puberté maintenant, donc la puberté féminine, elle va engendrer également la modification physiologique enfin des modifications physiologiques et anatomiques irréversibles, comme on l'a vu chez les hommes tout à l'heure précédemment avec la testostérone, mais cette fois-ci qui peuvent limiter les performances athlétiques par rapport aux hommes. Surtout dans certaines activités, notamment celles avec de la charge. Donc on va avoir les femmes avec cette hormone qui vont présenter un pourcentage de masse grasse plus élevé, une masse musculaire un peu moins importante à taille équivalente. C'est toujours important de rapporter toutes les données, et ce sera précisé après, les données il faut les rapporter à la taille et ou au poids en fonction de ce qu'on étudie pour pouvoir faire une comparaison nette. Voilà, effectivement si les hommes sont plus grands, on peut se dire c'est plus logique qu'ils aient plus de muscles en termes de poids par exemple ou de volume, mais voilà, c'est à rapporter par rapport à la taille. Elles vont aussi développer donc dans les caractères sexuels secondaires des seins plus volumineux, et ça peut, alors là c'est ce qu'ils disent, créer une charge thoracique et un couple de flexion en position debout ou en mouvement, et donc du coup qui vont entraîner une charge, enfin un travail pour compenser en fait au niveau des muscles extenseurs et stabilisateurs au niveau du dos, pouvant altérer la mobilité du rachis et des membres supérieurs. Donc voilà.
Et en fait, bon, bah, si on met plus de volume, plus de poids à un endroit, effectivement, en termes de mécanique, ce qui va se passer, c'est que ça sera un petit peu différent. Voilà. Si le poids est présent ou le poids n'est pas présent, on va avoir voilà, l'activation musculaire ou même la mobilité, on le voit, elle peut être différente. Elles vont aussi avoir des hanches en général plus larges, les femmes, que les hommes. Un angle Q, donc c'est l'angle au niveau de la hanche et du genou, qui va être augmenté. Et ça peut être associé à un risque accru de blessures non traumatiques au niveau du genou, donc douleurs fémoro-patellaires, subluxation, des instabilités, des lésions ligamentaires, notamment au niveau du ligament croisé antérieur. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails, mais ça peut augmenter le risque de certaines blessures. Et on a aussi des modifications corporelles qui vont être liées à la grossesse et aux séquelles, hein, de la grossesse. Alors c'est vrai que quand on dit... c'est vrai que quand une femme elle est enceinte, voilà, il y a je trouve ça marrant qu'on parle de séquelles parce qu'on dirait vraiment que être enceinte, là, pour le coup, c'est quelque chose de négatif ou comme on pourrait avoir les séquelles d'un traumatisme ou de quelque chose comme ça. Enfin bon, en tout cas, quoi qu'il en est, voilà, il peut y avoir des séquelles suite au fait d'avoir eu un enfant. Et ça peut aussi interrompre des carrières sportives de haut niveau, parfois durant les années du plus haut niveau compétitif. Effectivement, les femmes elles vont avoir des enfants dans les moments où voilà, elles sont à un certain niveau dans leur sport, étant donné qu'on tombe, en général, on a des enfants pendant la carrière. Alors ça peut être en plus sportive, mais ça peut être la carrière aussi de travail. Bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon voilà. Et donc ces facteurs, ça va contribuer à des performances moindres chez les femmes, au-delà des différences bien établies induites par la testostérone. Voilà, donc il y a tout un tas d'autres choses qui rentrent en jeu, et on verra aussi que le contexte social et culturel, il joue un rôle important. Chez les femmes aussi, on a des fluctuations cycliques d'œstrogène et de progestérone au cours du cycle menstruel qui étaient, en fait, historiquement, ça a été perçu comme pouvant affecter fortement la performance. Et on pouvait se servir de ça pour exclure parfois les femmes des recherches sur la performance humaine. C'est ce que je vous disais en introduction. Voilà. Il y a les hormones qui changent, ça peut influer sur la performance. Moi, je veux voir si cette intervention-là, par exemple, elle augmente la performance. Je veux pas que ce soit faussé par le cycle menstruel des femmes, donc du coup ce que je fais, je retire les femmes. Voilà, en gros, on peut caricaturer un petit peu comme ça. Pourtant, les performances motrices varient très peu selon les phases du cycle chez les femmes euménoréiques. Donc ça d'ailleurs, je vais peut-être en parler, alors je sais pas si j'en parlerai dans la prochaine vidéo, pas sûr, mais si je fais une autre vidéo de ce type-là, j'en parlerai. Et peut également sous contraception hormonale. Donc euménoréique, c'est ceux qui ont des règles, on va dire, régulières, voilà, sans fluctuation particulière. Il n'y a pas de souci en termes enfin, avec des cycles équilibrés et tout ça. Et ça, donc, ça a été largement confirmé récemment. Il y a de plus en plus d'études. Voilà, si vous suivez un petit peu ce qui se passe, normalement, voilà, il y a des études sur le sujet qui sortent. J'ai prévu d'en aborder certaines. C'est pas mon domaine toujours, mais si on peut amener un tout petit peu de visibilité sur ces sujets, bah, je le ferai. Voilà. Et donc, en tout état de cause, les variations de performance liées au cycle menstruel sont bien moindres que les différences de performance athlétique entre sexes en termes de force, puissance, vitesse et endurance. Là maintenant, on va parler de la différenciation sexuelle avant la puberté, d'accord? Alors il faut savoir, là on va faire un peu de biologie ou d'embryologie, je sais pas. La différenciation sexuelle, elle débute précocement au cours du développement fœtal, d'accord? On le sait, à partir du moment où, enfin très rapidement, une fois que on a la fécondation, de toute manière, vu qu'on a la présence de certains chromosomes, voilà, on va avoir des cellules plutôt hommes, ou enfin plutôt mâles ou plutôt femelles. Bien évidemment, on n'oublie pas qu'il y a certaines conditions intersexes. Et en présence de SRY, le développement suit une voie masculine, avec une différenciation des cellules de Leydig qui vont produire de la testostérone sous le contrôle de ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Si on n'a pas ce SRY, le développement va plutôt partir sur une voie féminine avec une différenciation ovarienne, bien qu'on ignore s'il existe un facteur équivalent à SRY chez la femme. En général, on dit, alors là je vais prendre juste des pincettes, mais voilà, s'il y a SRY, en gros s'il n'y a pas le gène SRY, pour le coup c'est un peu, ça deviendra plutôt l'embryon, voilà, ça sera plutôt femme par défaut entre guillemets, mais si on rajoute SRY, ça va devenir
plutôt ça va plutôt être un garçon dans ce cas-là, un homme. Si les changements corporels associés à la puberté sont bien connus, on connaît moins bien les effets des hormones sexuelles avant la puberté sur les performances sportives des garçons et des filles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux activations transitoires de l'axe HPG avant la puberté qui entraînent des différences temporaires marquées de testostérone endogène. D'abord in utero, donc très tôt, au cours des deux premiers trimestres de grossesse, puis ce qu'ils appellent en fait la mini-puberté néonatale entre 3 et 6 mois de vie. Voilà. Donc il y a plusieurs moments, il y a la puberté effectivement, mais il y a d'autres moments où on va avoir ces variations hormonales. En gros, les nouveau-nés garçons pèsent davantage et présentent plus de masse mec que les filles. Ils accumulent moins de masse grasse pendant l'enfance et présentent des vitesses de croissance plus rapides au début de l'enfance, en lien avec des poussées postnatales de testostérone. On a donc du coup ces différences de composition corporelle qui pourraient conférer un avantage athlétique aux garçons avant la puberté. Voilà. Après, comme c'est noté ici, les résultats ils restent hétérogènes. On a une étude récente qui n'a pas retrouvé de différence entre sexes sur la capacité glycolytique ou la taille des fibres musculaires squelettiques chez les enfants de 9 à 12 ans. Donc après, tout ça, c'est des choses... Je sais pas si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir un petit peu comment... Bon, là, on est vraiment dans du détail de détail, mais savoir un petit peu pourquoi on a des différences comme ça. Et on va voir, comme je vous disais, il y a des différences biologiques, mais il n'y a pas que des différences biologiques. Ça, c'est intéressant aussi, parce que la sociologie, ça permet de comprendre aussi pas mal de choses. Ce que révèlent les données du monde réel sur les différences de performance entre les sexes. Donc, l'analyse des performances des athlètes de très haut niveau dans le monde permet d'étudier des phénotypes humains rares, soumis à des entraînements physiques extrêmes et prolongés, et difficilement accessibles en dehors d'études de cas ponctuelles. Tout le monde n'est pas un champion qui fait plusieurs heures de préparation très intense tous les jours. Donc, si on regarde les records du monde dans diverses disciplines, mesurés en conditions réelles, bah, en fait, on va avoir des écarts importants en termes de performance entre les sexes. Ça se traduit, ces records, en fait, ils traduisent principalement des différences de performance humaine qui reflètent elles-mêmes ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc les divergences physiologiques et anatomiques, en grande partie indépendantes des écarts d'entraînement. D'accord? L'entraînement va être, ou en tout cas le volume d'entraînement peut être identique, mais on va avoir certaines différences qui ne sont pas liées du coup à cet entraînement qui est plus ou moins identique. Et donc globalement, bah, les hommes surpassent les femmes d'environ 5 à 35% voilà, en termes de performance en fonction de la discipline, selon les exigences physiologiques propres à chaque épreuve. Ces écarts sont les plus marqués dans les disciplines qui reposent sur la force musculaire maximale ou la puissance, comme l'haltérophilie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, en fait, on peut voir la différence qui peut monter du coup jusqu'à 35%, 30%, on est quoi, 25-26 ici. Et à l'inverse, ils sont moindres, bien que toujours significatifs. Là, si on regarde les épreuves d'endurance, notamment le 100 mètres, le 10 000 mètres, le marathon, et même si on regarde la natation à longue distance, qui sollicite davantage la puissance aérobie et la capacité oxydative musculaire. Donc là, dans ce cas-là, on regarde le jaune ici. Donc la grosse puissance, besoin de force, il y a un écart plus important. Et dès qu'on se dirige vers des efforts de type course, bon bah voilà, c'est quand même moins important en termes de différence. Les femmes vont-elles bientôt dépasser les hommes? Alors je vais vous expliquer ça. Normalement j'ai écrit, faut bien que je vous le dise pour pas que ce soit mal interprété. Juste ici, on a, donc il y a marqué ici, un exemple marquant de facteurs non biologiques ayant fortement influencé les écarts constatés en performance entre les sexes et l'amélioration rapide des records féminins au fur et à mesure que les femmes ont été autorisées à concourir dans diverses disciplines au cours des 100 dernières années. C'est-à-dire que quand on fait participer une partie de la population à un sport, elle progresse dans ce sport. Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc forcément, si vous empêchez la participation des femmes, bah, elles vont être moins performantes et il va y avoir un gros écart entre des femmes qui ne s'entraînent pas ou qui ne sont pas accédées dans certaines disciplines et des hommes qui s'entraînent dans ces disciplines. Voilà, donc on a eu des grandes premières avec le marathon en 1983, au championnat du monde en 1984, le 1500 mètres à Munich en 1972, le 5000 mètres à Atlanta, 10 000 mètres, bon voilà. Et en fait, ça, c'est une correspondance scientifique provocatrice et humoristique qui a été publiée en 1992 dans Nature sous le titre Les femmes dépasseront-elles bientôt les hommes? Voilà. C'est provocateur, c'est humoristique parce qu'en fait, si on regarde l'évolution des performances des hommes, ok, jusqu'à 1992, et l'évolution des performances des femmes, en fait, on voit que si on continue le tracé, en gros, ça va finir par se croiser, et puis on peut estimer que d'ici telle année, les femmes vont rattraper les hommes.
Cette approche statistique, elle n'intégrait pas les différences fondamentales de physiologie et d'anatomie liées aux chromosomes sexuels et aux hormones, bien évidemment. La progression plus rapide des performances féminines s'explique en réalité par la levée progressive de barrières socioculturelles ayant permis à davantage de femmes d'avoir accès à l'entraînement et à la compétition. Et c'est ça qui est important. Donc il y a les limites biologiques, ok, qui peuvent créer, enfin il y a les différences biologiques qui peuvent créer des différences de performance, mais il y a aussi des différences socioculturelles qui peuvent les créer aussi. Donc depuis tout à l'heure, on parle de performance sportive et on voit qu'il y a voilà, la biologie, elle est différente entre les hommes et les femmes, et du coup ça crée des différences. Donc normalement, dans la société, on est sur un principe d'égalité, mais quand l'égalité, elle peut pas, elle ne prend pas en compte certaines choses, on implique un principe d'équité, voilà. Et c'est pour ça qu'on sépare à partir d'un certain âge les catégories hommes et femmes pour appliquer l'équité, parce qu'en fait, il y a plus d'égalité, voilà. Donc on n'est pas pour l'équité de base, on est pour l'égalité pour tout le monde, mais dès que l'égalité, bah, il y a des choses qui sont différentes, voilà, là on a des bonnes raisons de penser que les hommes vont être plus performants dans certains sports que les femmes, donc du coup, par souci d'équité, pour le coup, on sépare. Mais là, pour revenir sur l'exemple socioculturel, par exemple, si on regarde les échecs, qui est un sport où là il y a peut-être moins besoin, enfin voilà, la taille des muscles, la taille des os et tout ça, enfin bon, ça va moins avoir, la taille tout court, ça va avoir moins d'impact. En fait, on a les femmes qui sont en général moins fortes. Mais ça s'explique par quoi? Là, ça s'explique. Or, il y a des gens qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. Mais en fait, au début, ça a été une discipline uniquement masculine. Voilà. Donc, pendant très longtemps, c'était l'élite des hommes qui jouaient à ça. Il y avait des enjeux même politiques autour des échecs. On faisait jouer sur tous les hommes. Quand les femmes ont pu avoir accès, et ben en fait, du coup, il y avait un retard. Enfin, voilà, toutes les structures étaient faites pour faire progresser les garçons et tout ça. Donc les femmes, elles avaient pareil, moins accès, moins d'entraîneurs qui se consacrent à elles, tout ça. Donc voilà, un retard qui s'accumule de leur côté à cause de la société. Et en fait, quand on regarde, je crois que si on regarde la FIDE en 2024, sur 1700 grands mètres, il devait y avoir 40 qui étaient des femmes. Voilà, donc on a vraiment encore un écart très important. Et du coup, en fait, quand ça a été ouvert aux femmes, vu qu'il y avait du retard, bah, pour les mettre en valeur et le mettre aussi sur le devant de la scène, bah, on a créé des tournois faits exclusivement pour les femmes. Et on pourrait se dire, oui, mais maintenant, bon, bah voilà, elles ont rattrapé leur retard, on met tout en mixte. Mais en fait, le truc, c'est que non, ce retard, il n'a pas encore été complètement rattrapé. Donc, si on fait tout mixte, en fait, bah, elles vont être un petit peu pénalisées, parce que peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, si les 40 grands maîtres féminins gagnent leur vie avec les échecs, si, grâce au tournoi et tout ça, si on les met en concurrence qu'avec des garçons, bah, peut-être qu'il y en aura beaucoup moins qui vont gagner leur vie, et du coup, bah, voilà, ça va être un petit peu injuste de leur faire perdre voilà, leur moyen de gagner de l'argent. Et du coup, ce qu'ils font aux échecs, c'est que normalement, je crois que les tournois sont plus ou moins tous mixtes, mais il y en a certains qui sont ouverts pour les femmes, uniquement pour les femmes. Voilà. Par souci toujours de, là, c'est voilà, on a créé une différence qui n'a pas de, qui n'a aucune cause biologique en fait. Hein, on n'a aucune raison de penser que les hommes sont plus intelligents que les femmes, même si certains pensent ça, il n'y a aucune bonne raison de le penser. Du coup, en fait, on a créé une différence purement sociale, purement culturelle, en fait. Voilà, donc il n'y a pas que les différences biologiques, il y a aussi les différences socio-culturelles qui vont rentrer en jeu. Ça, c'est quand même très important de le savoir, et c'est des choses qu'on oublie un peu, hein, quand on dit oui, les hommes sont plus intelligents parce que bah, il y a beaucoup plus de découvertes qui sont faites par des hommes. Quand vous avez une personne qui ne connaît rien au sujet qui vous dit ça, il oublie que pendant très longtemps, les femmes avaient moins accès à certaines, bah, aux universités, voilà, l'accès à la connaissance était plus restreint, donc forcément, bah, on fait moins de connaissances. On oublie aussi que certaines femmes se sont fait voler leurs découvertes et leurs connaissances, voilà, et on se retrouve avec des gens qui disent oui, mais non, il n'y a aucune bonne raison. Il y a des bonnes raisons de penser que dans certaines disciplines, on a les chiffres ici, les hommes ont un avantage et ça se retrouve au niveau biologique parce qu'on a des explications. Au niveau de l'intelligence, on n'a pas de bonne raison de penser ça. Voilà. C'était le petit exemple que je voulais donner. Dans la performance sportive, on a des facteurs socioculturels et on a des facteurs biologiques, mais les facteurs socioculturels peuvent expliquer à eux seuls une différence
de performance, même si au niveau biologique, rien ne l'explique. Il faut comprendre ça, voilà, hein, parce que le social, c'est très important, et je vous invite vraiment à vous renseigner sur les sciences sociales pour tout un tas de sujets, euh, voilà, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc là, j'ai tout expliqué, on va passer à la suite. C'était la petite parenthèse. Donc ça, c'est des observations qu'on a vues précédemment tirées de données réelles qui montrent qu'on a des différences de performance athlétique au niveau entre les sexes qui peuvent dépasser ce que prédisent les seules différences physiologiques et anatomiques. La réduction de cet écart important observé ces dernières années chez les détenteurs de records dans les tranches d'âge avancées en haltérophilie et en marathon d'élite reflète également une participation féminine accrue dans ces disciplines. Ces résultats illustrent le biais sexué qui peut apparaître dans les études sur la performance et la santé humaine lorsque les femmes sont moins représentées que les hommes. Donc ça, on retrouve toujours sur la même chose. Comme on disait, la science, elle n'est pas à part, exempt de tout biais. Bien évidemment, ça c'est dans des pays avec certaines politiques, certains biais, toujours pareil, socio-culturels, voilà. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans justement les différences entre les sexes dans la performance humaine, et on va aller voir vraiment là les mécanismes physiologiques, d'accord? Donc là, vous avez tout un tas de systèmes physiologiques, et en fait, peuvent être différents ou non. Par exemple, au niveau de l'influx nerveux, on le verra, il n'y a pas spécialement de différence entre les hommes et les femmes, d'accord? Au niveau du tissu adipeux, bah, les hommes, ils en ont un peu moins. Les fibres musculaires, elles sont pas tout à fait identiques. Les mâles, ils en ont des plus grosses, avec plus de fibres de type 2 que de fibres de type 1. Les fibres de type 2, c'est les fibres rapides, voilà, pour développer de la force. Euh, les hommes, ils ont des muscles plus gros, tout simplement. Le cœur, il est différent. Les poumons sont différents. Les globules rouges, alors c'est pas les globules rouges en soi, mais voilà, il y a l'hématocrite, donc il peut y en avoir un peu plus, avec une hémoglobine un peu plus concentrée. Les os, ils peuvent être plus longs, plus denses. Voilà, après, bon, forcément, plus long, oui, plus dense, oui. En plus, si vous mettez des gros muscles sur des os, bah, vu que les muscles vont tirer fort, bah, ça va densifier les os. Voilà, donc on a des différences. Donc là, ici, on commence avec la concentration beaucoup plus élevée de testostérone endogène chez les hommes, vous vous rappelez, 10 à 15 fois supérieure, qui va créer des adaptations physiologiques associées à cette hormone et qui vont, et ces différences, bah, ça va constituer un déterminant majeur dans les différences de performance motrice entre les hommes et les femmes. Les hommes, du coup, sont meilleurs que les femmes dans les disciplines sportives qui reposent sur la force et la puissance musculaire, la vitesse ou la capacité aérobie, c'est ce qu'on a vu juste avant, en grande partie du fait des effets marqués de la testostérone sur la physiologie et l'anatomie humaine. Ces effets anaboliques sont particulièrement puissants à la puberté, augmentant les capacités physiques plus rapidement chez les garçons à mesure que leur taux de testostérone endogène s'élève à l'âge adulte. Par ailleurs, certains attributs féminins liés aux hormones stéroïdiennes sexuelles peuvent, eux, constituer un désavantage, on l'a vu tout à l'heure. Les différences de performance entre les sexes sont minimes dans les sports reposant davantage sur les compétences techniques et cognitives comme le tir à l'arc ou le tir sportif. Voilà. Donc là, on a une diminution de l'écart. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pris mon exemple moi, avec les échecs. Voilà. C'était pour les différences socio-culturelles. Donc, la force musculaire et la puissance, bon, c'est là qu'on voit qu'il y a le plus d'écart, c'est dans ce type de sport. La force et la puissance des muscles squelettiques des membres chez les femmes, elle est en 50 à 70% de celle des hommes. Et cette différence, elle est plus marquée au niveau des membres supérieurs qu'au niveau des membres inférieurs, que ce soit chez les jeunes ou chez les personnes âgées. Voilà, donc on a vraiment cette différence. Et si on descend un petit peu, la différence entre les sexes persiste dans certains cas, même lorsque les performances elles sont rapportées au poids corporel, à la masse maigre ou à la section transversale du muscle. Voilà. Donc en conséquence, les records d'haltérophilie masculins sont nettement supérieurs à ceux des femmes dans les catégories de poids similaires. Donc maintenant, on va rentrer dans les mécanismes qui expliquent cette différence de force et de puissance entre les sexes. D'accord ? Les différences marquées de force et de puissance, donc ça va s'expliquer par des facteurs musculaires. Comme je l'ai dit juste avant, c'est pas forcément au niveau du contrôle nerveux qu'il va y avoir une différence. À ce niveau-là, les différences, elles sont vraiment minimes. Mais on va avoir des disparités de morphologie et de composition du muscle, donc avec une capacité métabolique et des propriétés contractiles qui vont être différentes, et en fait ça va s'expliquer par l'expression génétique, ok, dans le muscle squelettique. Voilà.
et, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, l'interaction entre les hormones sexuelles et le niveau d'activité physique. La force maximale d'un muscle, elle dépend de la section transversale, ça bon, on le sait, hein. En gros, plus un muscle il va être gros, plus il va être fort. Tandis que la puissance, là c'est le produit de la force et de la vitesse de contraction, deux paramètres qui sont supérieurs chez les hommes. Du fait de tout ce qu'on vient de dire, du fait de tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Cette différence est due à une section transversale plus grande de toutes les fibres musculaires chez les hommes, avec un écart encore plus prononcé pour les fibres de type 2, donc les fibres rapides. Le nombre absolu de fibres musculaires ne semble pas différer entre les sexes, voilà. Et donc quand on regarde la force par unité de surface, donc ce qu'on appelle la tension spécifique, au niveau des fibres musculaires, elle est similaire chez les hommes et les femmes. Donc en fait, ce qui indique, c'est juste que la plus grande force musculaire, elle est essentiellement liée à un volume musculaire plus élevé. La vitesse de contraction musculaire est également plus rapide chez les hommes, en partie parce que leurs muscles contiennent proportionnellement plus de fibres de type 2, comme on l'a vu tout à l'heure, et les femmes, elles ont plus de fibres de type 1. Ce qui peut expliquer pourquoi, on le verra juste après, pourquoi dans certains sports, justement, l'écart il peut se rapprocher entre les performances. Les fibres de type 2 étant plus grandes et plus puissantes, ça vous le savez, bon bah, cette répartition, ça va favoriser la production de puissance qui va être plus importante, du coup, chez les hommes. Certaines études montrent que le pourcentage de fibres de type 1 est plus élevé chez les femmes. Voilà, dans le muscle vaste latéral, on a une différence de 3 à 13%. Et on a une méta-analyse récente qui indique que les femmes présentent en moyenne 2,6% de fibres de type 1 en plus que les hommes. Donc, les muscles squelettiques masculins, volume plus important, plus grande proportion de fibres rapides de type 2. Et donc, chez des personnes d'âge et de niveau d'entraînement comparable, la puissance musculaire maximale d'un seul membre, elle va être jusqu'à, on a vu, 50% plus élevée, ça peut être un peu plus, bon voilà. De manière similaire, lors d'exercices anaérobie de courte durée qui impliquent l'ensemble du corps, ça peut être du cyclisme, de la course, du saut, natation, bon, les hommes, ils vont générer 50% de puissance de plus que les femmes. La puissance anaérobie, elle dépend de la taille des membres impliqués, du volume musculaire utilisé et de la capacité des réserves énergétiques. Donc ça peut être l'ATP, les stocks aussi de phosphocréatine et de la glycolyse anaérobie. Et donc en fait, comme on l'a vu, la masse musculaire, elle peut expliquer la majorité des écarts observés, et on a des différences qui persistent dans certains exercices, notamment au niveau des bras ou lors de sprints prolongés, et ces écarts restant s'expliquent probablement par une plus grande capacité glycolytique et une plus grande puissance intrinsèque des fibres de type 2, plus présentes chez les hommes. Effectivement, on verra aussi, la capacité glycolytique, c'est important aussi, ça va jouer un rôle. Voilà, c'est pas que la taille du muscle en soi, c'est aussi comment ce muscle-là, il fonctionne. De par peut-être aussi, effectivement, la plus grande présence de fibres de type 2. Et donc ces différences, elles influencent également la fatigabilité et les performances répétées, voilà, en répétition, donc quand on répète les efforts. Là, on va partir sur l'activation nerveuse, et là, pour le coup, elle est similaire lors de contractions maximales, il n'y a pas vraiment de différence, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que l'influx nerveux ne va pas spécialement changer entre les sexes. Donc les différences observées dans la production de force et de puissance musculaire lors d'efforts maximaux ne s'expliquent pas par des mécanismes nerveux, bon là c'est sur un seul membre, mais bon, on va extrapoler, ni par une incapacité du système nerveux central à activer correctement les muscles squelettiques. On a ce qu'on appelle le drive neural, donc c'est l'activation volontaire des muscles qui est similaire entre les sexes, lors de contractions maximales. Les niveaux d'activation volontaire proches du maximum sont comparables entre hommes et femmes, et voilà, donc ça nous dit que les mécanismes qui expliquent ces différences sont surtout musculaires plutôt que nerveux. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et donc il y a une idée fausse et persistante, ça je ne le savais pas, selon laquelle les différences de fonction musculaire squelettique entre les sexes seraient dues au fait que les femmes ne s'investissent pas autant que les hommes lors des tests en laboratoire, et contredite par un vaste ensemble de preuves scientifiques. Et ça je ne le savais pas quand j'ai lu l'article, j'ai trouvé ça... je savais pas trop quoi en penser, quoi. Je me suis dit, je savais même pas qu'il y avait des gens qui pensaient ça. Genre, l'idée fausse, en général, les idées reçues, c'est des choses qui, quand même, voilà, qui sont censées être connues ou répandues. Ça, celui-là, je le connaissais pas, celui-là. Je sais pas si vous le connaissiez. Là, on va parler en termes de fatigue, cette fois-ci, dans la performance. La fatigabilité
dans la performance, notamment au niveau des muscles des membres, peut être évalué par la réduction de la force ou de la puissance attendue ou maximale du muscle. Donc on va avoir un muscle qui se fatigue et qui produit de moins en moins de force, en gros. En général, les femmes, elles présentent une meilleure performance, moins de fatigue lors des tâches isosymétriques ou de contractions dynamiques plutôt lentes, avec une intensité relative équivalente. Et ça a été constaté sur différents groupes musculaires, que ce soit au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Et du coup, ça, c'est en cohérence avec les études qui comparent les performances à intensité relative identique. Il faut quand même que l'intensité relative elle soit identique. Et donc les femmes, elles présentent un seuil critique relatif plus élevé. Donc en gros, à couple maximal équivalent, leur seuil de fatigabilité est plus élevé. Pour faire très simple, je pense que ça, vous l'avez déjà entendu en musculation, on l'entend un petit peu. Les femmes, elles sont moins fatigables que les hommes. Voilà, c'est ce qu'on peut entendre. Voilà. Donc après, effectivement, on va utiliser les bons termes. Donc c'est que l'intensité, elle doit être relative et qu'on parle surtout de contraction isométrique prolongée, ok, à l'échec. Mais voilà, on a une fatigabilité qui serait moins importante et ça peut s'expliquer. Comment ça peut s'expliquer? Alors déjà, ça va dépendre de la vitesse de contraction. Lorsque la vitesse de contraction elle augmente, la différence de fatigabilité diminue donc, entre les hommes et les femmes chez les jeunes adultes. Donc à contraction rapide. Enfin, quand la vitesse augmente. Lors de contractions dynamiques rapides, les différences entre les sexes deviennent minimes pour les exercices des membres inférieurs, chez les jeunes comme chez les personnes âgées. Donc quand on est aux dynamiques rapides, mais par contre pour les muscles du membre supérieur, les fléchisseurs du coude par exemple, les hommes âgés sont plus fatigables que les femmes âgées lors de contractions dynamiques de vitesse modérée à rapide. Voilà. Donc ça peut changer en fonction du groupe musculaire, ça va surtout dépendre notamment de la vitesse de contraction. Les femmes, elles présentent moins de fatigabilité que les hommes lors d'exercices de sprint répétés en cyclisme ou en course à pied, et donc ça peut s'expliquer par un travail mécanique plus important qui est exigé chez les hommes avec des besoins métaboliques plus élevés. Je ne sais pas s'ils reviendront, il y a une chose que je dois vous dire, j'espère que je m'en rappellerai. Et donc en fait, lors de tâches isométriques soutenues, la force supérieure des hommes peut jouer un rôle principal en limitant plus rapidement le flux sanguin que chez les femmes, voilà, notamment pour des contractions isométriques, et du coup on peut fatiguer un petit peu plus le muscle. Les forces absolues plus élevées et les pressions intramusculaires plus grandes, donc qui vont être exercées sur les artères pendant ces contractions, ça peut réduire la perfusion et l'apport en oxygène chez les hommes plus que chez les femmes, et ça va entraîner une accumulation plus rapide de métabolites. En gros, les hommes, ils s'entraînent sous BFR. Non, c'est une blague, mais voilà, pour avoir l'idée en tête, quoi. Donc on va avoir ce qu'on appelle le réflexe métabolique, donc c'est la hausse de la pression artérielle moyenne lors de la contraction, qui va être plus marquée du coup chez les hommes. En revanche, lorsque la tâche isométrique fatigante est intermittente, la perfusion musculaire est relativement maintenue et les femmes surpassent les hommes tant plus long avant l'échec de la tâche, même à force équivalente. Après, on a d'autres mécanismes, il y a une différence dans le métabolisme au niveau du muscle squelettique, étant donné que on a des proportions de type de fibres musculaires qui sont différentes, voilà, et notamment dans leur fonctionnement. Donc on a des capacités glycolytiques plus élevées chez les hommes que chez les femmes, donc on peut avoir plus de déchets, de métabolites suite à la contraction, et les femmes elles ont une meilleure capacité oxydative musculaire globale. Donc c'est ce qui change entre les deux au niveau du métabolisme. Et donc en fait on a même si on descend un petit peu ici des différences dans la perfusion musculaire et le flux sanguin dû à la vasodilatation et à l'activation sympathique qui est souvent plus marquée chez les femmes que chez les hommes, des différences de perfusion ou de proportion de fibres musculaires qui peuvent entraîner chez les hommes une accumulation, ce que je disais juste avant, de métabolites plus rapides et donc qui vont être responsables de fatigue. Voilà. Et qui peut entraîner parfois même une réduction plus importante de la commande nerveuse. Quand on parle de fatigue centrale, elle est plus importante chez les hommes, mais elle n'a pas été observée partout, donc pas forcément pour les muscles du membre supérieur par exemple. Donc, comme on disait, de toute façon, on a des différences limitées entre les sexes dans la commande nerveuse lors de contractions, voilà.
c'est pas vraiment, c'est pas le principal mécanisme qui explique la plus grande fatigabilité des hommes par rapport aux femmes. On a vu que c'était plutôt des facteurs périphériques au niveau musculaire notamment. Quand on regarde maintenant la puissance maximale et les performances en endurance, les hommes ils sont plus performants. Les plus performants en fait ils sont en général plus rapides que les femmes sur les courtes et les longues distances. Donc peu importe la discipline, course à pied, cyclisme et tout ça. Là on parle bien évidemment de personnes entraînées, hein. Donc on compare un homme entraîné, une femme entraînée. Un homme qui ne s'entraîne pas ne battra pas une femme entraînée et de haut niveau dans sa discipline. Faut, voilà, les avantages biologiques masculins ne fait pas que vous pouvez battre une femme dans n'importe quel domaine. Je préfère le dire parce que certains le pensent et du coup ça donne des vidéos très drôles sur internet. C'est triste d'en arriver là, mais les vidéos sont drôles. Donc en termes de différence, voilà, sur les épreuves de 10 km ou de marathon, ça varie entre 10 et 12%, et cette différence, bah, ça fait 40 ans qu'elle est stable. On a une différence voilà, entre 10 et 16% sur des distances un peu plus grandes, plus de 50 km, donc ce qu'on appelle les ultra-marathons. Et en natation, les records du monde montrent une différence de sexe significative, mais plus faible pour les longues distances. On est à 7% sur le 1500 mètres contre 13% pour le 50 mètres nage libre. Et cette différence, elle reste présente dans les épreuves de nage en eau libre sur longue distance. Il y a, pareil, hein, il y a plein de déterminants clés hein, qui peuvent expliquer justement la performance, les performances en endurance. Et il y en a un, c'est la consommation maximale d'oxygène, ou ce qu'on appelle la puissance aérobie. Donc c'est ce qu'on peut appeler aussi la consommation maximale d'oxygène, et qui représente le taux le plus élevé d'absorption et d'utilisation de l'oxygène lors d'un effort. Et ça constitue le facteur déterminant majeur de la performance en endurance, chez les hommes et chez les femmes. Et du coup, ça explique, ça explique vraiment, même dans chaque discipline, hein. C'est-à-dire qu'une personne qui a une meilleure puissance aérobie maximale, un homme versus un autre homme, voilà, celui qui a la meilleure puissance, il a plus de chances d'être meilleur. Et donc, bah, après, si on peut regarder les différences entre les sexes en termes de valeur absolue, si on regarde en litres d'oxygène par minute, ça varie de 20 à 40%, et lorsque c'est rapporté à la masse corporelle, là, les différences, c'est plutôt entre 10 à 20%, voilà, en faveur des hommes. Cette différence entre les sexes, elle diminue fortement lorsque la consommation d'oxygène est rapportée à la masse maigre, voilà, avec certaines études qui signalent un écart d'environ 5%, voire des différences même qui peuvent être négligeables. Mais on a une toute légère différence qui persiste, même après une normalisation pour la masse maigre, et c'est probablement dû à une masse d'hémoglobine plus importante chez les hommes que chez les femmes. Voilà, donc il y a des choses un peu plus macro, comme la taille des muscles, tout ça, mais après il y a le fonctionnement, le type de fibre, le fonctionnement des muscles, voilà, il y a tout un tas de choses. Maintenant, si on se dirige vers le cœur, le transport de l'oxygène de l'air jusqu'au tissu métaboliquement actif implique une série d'étapes, mais en gros, on peut expliquer ça par des différences une nouvelle fois anatomiques et physiologiques. Comparativement aux femmes, les hommes ils ont un cœur plus grand, donc un meilleur volume d'éjection systolique et un débit cardiaque plus élevé, une concentration et une masse d'hémoglobine sanguine plus élevée, de 12 à 15%, et une masse musculaire squelettique plus importante. En plus de ça, on a le pourcentage de masse grasse corporelle plus faible, et donc tout ça, voilà, ça joue une nouvelle fois un rôle important. Si on va sur les poumons, on a les femmes qui ont des poumons un peu plus petits, toujours pareil, à taille égale, et des voies respiratoires conductrices plus étroites. Pareil, si c'est rapporté à taille pulmonaire égale. Si on retourne sur le cœur, la fréquence cardiaque maximale atteinte à l'effort, elle ne diffère pas entre les hommes et les femmes qui ont un entraînement similaire. Donc, malgré une fréquence cardiaque comparable, les raisons principales d'une consommation maximale d'oxygène plus faible chez les femmes sont plutôt d'origine centrale, donc comme on l'a vu, la masse cardiaque et la taille pulmonaire moindre, qui réduisent leur capacité à délivrer du sang oxygéné. Voilà, donc, ça explique une nouvelle fois certaines différences, notamment là, pourquoi pas dans les sports d'endurance. On a un autre facteur, c'est l'économie de mouvement. Donc, considéré comme un contributeur important à la performance en endurance. Normalement, si vous êtes un coureur ou quoi, vous en avez déjà entendu parler. Une bonne économie de course, par exemple, se traduit par une faible consommation d'oxygène pour une vitesse donnée. Moins on consomme, notamment, même moins on consomme d'énergie, plus on pourra courir longtemps. Voilà. Et donc les femmes,
À différents niveaux de compétence, elles présentent une économie de course légèrement meilleure, donc un coût en oxygène plus faible, à des vitesses submaximales par rapport aux hommes, bien que cette légère différence, elle ne compense pas en fait toutes les différences marquées qu'on a vues jusqu'à présent sur la consommation maximale d'oxygène. D'accord? C'est, voilà, malgré le fait qu'elle soit plus performante sur ça, ça peut pas compenser tout le reste. Et en fait, si on va dans le domaine particulier de la natation, les femmes, elles présentent une meilleure économie de mouvement que les hommes. Cet avantage, il semble lié à un pourcentage de masse grasse plus élevé et à une surface corporelle plus faible, et donc ça va réduire la traînée et la résistance dans l'eau. Alors la résistance, bon, vous savez, l'eau, il y a plus de résistance que dans l'air. Et alors la traînée, après, du coup, ça c'est des termes de... Il y a plusieurs types de traînée, mais on va, en fonction de la surface de contact avec l'eau, de la forme, tout ça, bon voilà, mais nous on va tout mettre dans la résistance par rapport à l'eau. Et donc en fait ça va diminuer la consommation d'oxygène pour une même vitesse. Et donc ça pourrait expliquer pourquoi on a un écart de performance plus important aux 50 mètres par exemple que sur les longues distances, 1500 mètres. Et ensuite, on a un autre facteur qui peut contribuer à la puissance en endurance, et c'est cette fois-ci l'utilisation de substrats énergétiques. Et là, les différences entre hommes et femmes, elles n'ont pas d'impact majeur sur les écarts de performance, quand on regarde les athlètes de haut niveau entraînés et tout ça. À intensité similaire, les femmes, elles oxydent plus de lipides et moins de glucides, et moins d'acides aminés que les hommes. Alors pourquoi elles oxydent plus de lipides? Bah ça, c'est juste qu'on a une expression génique plus élevée des voies métaboliques lipidiques chez les femmes. Voilà. Cette différence métabolique, elle est principalement observée à des intensités modérées. Voilà, donc là, quand on est à 40-60% de la puissance aérobie maximale. Et ça s'explique en partie par une plus grande proportion de fibres de type, on l'a vu tout à l'heure, 1 dans les muscles des femmes. Après, quand on s'entraîne à des intensités plus élevées, l'avantage que pourrait procurer cette différence de métabolisme à intensité modérée, bah, elle reste plus limitée, parce que vous savez qu'on n'utilise pas forcément les mêmes substrats énergétiques en fonction de l'intensité de l'effort. Voilà. Et donc tout ça, c'est un champ de recherche prometteur sur les effets à long terme de l'entraînement d'endurance et de puissance et sur les différences entre les sexes en matière d'adaptation cardiovasculaire et neuromusculaire influencée par les hormones sexuelles, les chromosomes sexuels et les interactions gène-environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique, entre autres facteurs. Et voilà, il y a des choses qui ne sont pas abordées dans cette revue, mais c'est l'adaptation à l'entraînement. Peut-être que les hommes et les femmes ne s'adaptent pas par les mêmes mécanismes ou de la même manière à certains types d'efforts, et ce serait intéressant d'avoir des réponses par rapport à ça. Donc là, du coup, on arrive à la conclusion, c'est la fin. Donc il y a des différences entre les sexes en matière de performance humaine. Il y a des mécanismes physiologiques qui contribuent, même au niveau anatomique, on peut expliquer certaines choses. Les hommes, donc, c'est pour ça qu'ils sont meilleurs dans de nombreuses activités, dans de nombreux sports, on va dire. Et ça, c'est surtout dû en fait à cette concentration endogène de testostérone. Voilà. Ça, c'est vraiment une, une chose importante. Et en plus de ça, bon, on a aussi un peu les oestrogènes qui vont donner des petits désavantages si on compare à la testostérone. Et donc l'avantage athlétique des hommes en matière de force et de puissance est important. Voilà, donc il y a des différences. Bon, c'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Je vous laisserai lire si vous avez envie. De toute façon, les personnes sur le groupe WhatsApp, vous pourrez lire. Voilà, donc il y a plein de différences. C'est ça qu'il faut retenir, surtout dû à notamment certaines hormones. Il y a, et on n'oublie pas, le côté sociétal et culturel, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que entre certaines choses qu'on entend et qui sont corrigées, ou certaines choses qu'on entend et en fait, pour le coup, qui sont vraies, comme quoi il n'y a pas que il y a des idées, ce qu'on peut appeler des idées reçues, du coup, qui sont vraies, des informations qui circulent dans les médias ou sur les réseaux qui sont vraies. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, le but, je rappelle, donc apporter un peu de connaissances, comme ça on partage, et, voilà, mettre en avant le fait qu'il y a de plus en plus alors là, c'est pas forcément une étude directement sur les femmes, c'est la différence entre les deux, mais voilà, le fait que des femmes soient de plus en plus étudiées, c'est important. Là, on est dans le domaine de la performance, mais comme je vous ai dit, on essaiera d'aller sur le domaine de la santé aussi. Pour ceux qui... Donc là, j'ai fini pour cette présentation-là. Je rappelle que je fais des suivis en ligne en ce moment, j'ai un petit peu de place. Donc vous pouvez m'envoyer... si vous avez des... En fait, vous avez besoin
d'une réhab, voilà, c'est pour le coup pas de la kinésithérapie. Si vous avez besoin, voilà, d'un suivi par rapport à des petites douleurs ou des choses comme ça, vous pouvez me contacter ici. En général, contactez-moi si soit vous n'avez pas accès à des professionnels de santé dans votre coin, soit vous avez un peu tout tenté et que ça marche pas trop. Envoyez-moi un mail, je prends pas tout le monde, je prends que les personnes que je pense pouvoir aider. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer un mail. On va finir maintenant ici avec une petite discussion que j'ai eue sous une de mes vidéos YouTube où je parlais de hernie discale. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait on va voir qu'on peut être bon, sur internet on est confronté à des personnes forcément vous le savez qui parfois sont un peu particulières. Donc je remets juste le contexte, c'est une vidéo où je parle d'hernie discale. Et alors le titre est peut-être un petit peu provocateur, en général je fais pas provocateur, mais c'est vrai que celui-là, j'avais dit les hernies discales se résorbent seules, et entre parenthèses, je dis je vous explique comment, je t'explique comment, un truc comme ça. Et du coup j'ai un commentaire, elle est sortie il y a longtemps, c'était la saison dernière ça. Hernie discale, dégénérescence, etc. égale douleur garantie à 100%. Et donc du coup j'ai ce message là, donc moi j'ai deux solutions à ce moment là, soit je le laisse, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui vont passer derrière, qui vont lire ça, et qui même si soit ils vont pas regarder la vidéo, ou soit ils vont pas être convaincus, ou qui ont ou une idée déjà de ce à quoi ils pensent, et ils se disent bon bah en fait non, lui il va confirmer ma croyance. Donc du coup j'ai voulu mettre non pour apporter une contradiction. Et du coup là c'est engagé un débat, et c'est intéressant pourquoi, alors quand je débat comme ça, pourquoi je le fais? Parce que je veux pas convaincre la personne qui est en face de moi, je veux convaincre la personne qui me lit, qui lit le débat, et je veux faire parler la personne pour mettre en avant sa contradiction et, et voilà, que la personne s'expose, hein, mais de manière totalement consentie finalement, parce qu'il répond au public, qu'il expose son argumentaire mauvais, fallacieux, peu importe. Et c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, lui, il me répond non, si, et seulement si la discopathie est très légère. Prends un patient avec plusieurs discopathies et hernies et tu verras s'il souffre ou pas. Donc là, effectivement, on a une personne qui fait une affirmation, qui renouvelle une affirmation, toujours pas de source. C'est ça, c'est assez intéressant parce que moi, je m'étais quand même un peu cassé la tête, entre guillemets, pour faire une vidéo où j'ai sourcé justement certaines choses. Et après, il me dit que voilà, ce discours comme quoi les problèmes disco ne sont pas graves, il minimise fortement la souffrance des gens, surtout que les personnes qui tiennent ce genre de discours n'ont aucun problème de dos. Et ça m'a un peu dérangé, parce qu'en fait, on parle directement dans ce qu'on appelle un argument ad personam, où on parle de moi, voilà. En gros, je minimise, moi, la souffrance des gens. Parce que je dis que les problèmes disco ne sont pas graves. Et donc là, on a quoi? On a ce qu'on appelle un homme de paille, où on vient déformer mes propos, parce que dans la vidéo, bien évidemment, à aucun moment, je dis que les hernies ne font pas mal. Et en fait, normalement, et que personne ne dirait ça, ou ne ferait une affirmation aussi forte. Les hernies ne font pas mal, c'est quand même une affirmation très très forte, d'accord? On dirait plutôt, les hernies ne sont pas forcément douloureuses, on serait dans le vrai, ou les hernies discales sont un facteur de risque de douleur, ok, ce que je dis sûrement dans ma vidéo, je n'ai plus les termes exacts, mais vu que c'est ma pensée depuis un certain moment, je pense que c'est ce que j'ai dit. Donc là, je pouvais pas laisser passer ça, pour le coup, j'étais obligé de répondre, et vous allez voir en fait comment on peut tomber sur des personnes qui font preuve d'une mauvaise foi incroyable. Donc là, je vous ai mis aussi, voilà, j'aime bien débattre, je trouve ça intéressant. Voilà, alors comme je suis autant rhétoricien que les ostéopathes sont médecins, mais moi j'aime bien. Et donc du coup je vous présente ça parce que, comme je vous l'ai dit je crois au début de la vidéo, il y a des personnes que ça aide, qui aiment bien faire ça, et il y a des personnes que ça a aidé pour débattre dans des espaces commentaires, sur Instagram ou des choses comme ça, et donc du coup bon, je continue. Donc là, moi, alors je vous laisse relire, je vais pas tout relire, hein, mais en gros, voilà, moi ce que je pointe là, du coup, c'est sa méthode. Sa méthode, en gros, c'est il prend un patient qui a mal et il fait une extrapolation à tout le monde. En fait, on voit qu'il y a quoi? Il y a aucune méthode. Alors quand vous avez une personne qui a aucune méthode, on n'est pas obligé de parler avec lui. Pourquoi? Parce que à un moment donné, si vous jouez à un jeu avec quelqu'un et que vous avez absolument pas les mêmes règles du jeu, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer avec la personne? Voilà. Là, en fait, on a une personne qui n'a aucune, aucune méthode. Donc moi, je sais ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais pointer du coup la mauvaise méthode. Et si à un moment donné, il y a des arguments pareils ad personam qui viennent et tout ça, bon bah j'essaierai de faire
si je peux pas triompher par des arguments rigoureux qu'on appelle des arguments ad rem, bah, j'essaierai de triompher, entre guillemets, en exposant ces arguments ad personam. Et donc, voilà, on a toujours, je montre le fait qu'on a toujours pas de source, et je réexplique ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai jamais dit que les derniers étaient jamais graves, et tout ça. Voilà, et donc du coup, je lui dis que bon, entre sa méthode et ses sophismes, voilà, elle a pas fait beaucoup avancer le débat. Et donc, il répond que son propos de base concerne les gens qui souffrent de hernie multiple, discopathie dégénérative pluriétagée. Et là, mes études de 2015, qu'est-ce qu'elles disent au juste? Il y avait combien de sujets? Avec plusieurs hernies discales, avec des disques dégénérés qui étaient asymptomatiques. Peut-être que tu as mal compris. Ok? Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est que j'expose des sources. Ok? Donc il a été voir la vidéo parce qu'il cite une étude de 2015 qui est citée. Mais en fait, il ne propose aucune source. Et donc là, en fait, on a un deux poids, deux mesures assez incroyable. Quand il y a un deux poids, deux mesures, en général, ce que je fais après, c'est qu'on va raisonner par l'absurde et je vais vous montrer comment on va faire. Moi, je parle de cas, et là, on va voir la mauvaise foi de la personne. Je parle de cas très spécifiques. Donc ma méthodologie qui dit que 3 hernies discales, voire plus accompagnent de dégénérescence, c'est quasiment 100% de douleur assurée. On va revenir à son premier message, et son message très spécifique qui dit hernie discale dégénérescence égale douleur garantie à 100%. Alors là, je vois pas où est la spécificité dans ce message-là. Hein. C'est incroyable. Hein, voilà, donc là, on a de la mauvaise foi, du mensonge, un oubli involontaire, je ne sais pas. Mais voilà, on a vraiment un changement d'argument en cours de discussion qui est assez incroyable, j'ai trouvé. Et donc en plus, il me dit à la fin qu'il a lu la fin de mon message, qui était un petit peu taquin, donc, où je dis qu'entre affirmation non sourcée et utilisation de sophisme, la seule chose dont tu m'as convaincu, c'est que tu ne connais rien au sujet. Voilà. Donc pourquoi j'ai dit ça? Bah parce qu'en fait, après, vu que je me dis que ça va être lu et tout ça, bon, il faut que ce soit aussi un petit peu, voilà, qu'il y ait un petit peu de piquant, un petit peu de piment, ça fait partie du débat, c'est très gentil, voilà, et vous avez des personnes qui vous parlent de rhétorique et qui vous diront aussi que suite à un argument rigoureux de type ad rem, c'est-à-dire voilà sourcé, avec voilà preuve à l'appui, avec documenté des chiffres et tout ça, on peut se permettre ensuite de glisser une petite attaque un peu plus ad personam, voilà. Le débat, ça doit être intéressant, ça doit être vivant. C'est aussi dommage que ce soit que à chaque fois par écrit. C'est vrai que ça fait longtemps que je dis que j'ai envie d'organiser des lives pour débattre. Bon, un jour peut-être. Et donc, donc à la suite de ça, bon, il dit que j'ai des mauvaises attentions, plus argument éclaté au sol, tu le dis si bien. Effectivement, alors ça, donc ça, on revient sur de la persona, mais en disant que j'ai des mauvaises intentions. Il n'y a pas de souci, dis-moi quelles sont mes mauvaises intentions, c'est pour ça que j'ai demandé après. En fait, si on dit que ta méthodologie elle est éclatée au sol, faut pas le prendre mal, hein, ça. Hein. Bah, alors, je peux comprendre que ça soit un peu piquant, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est ta méthodologie éclatée, c'est pas toi où j'ai dit qui était éclaté. Et là, on va voir, et justement, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais, c'est que venant d'un énième escroc qui vend des formations à 300 balles, dont le contenu peut être généré gratos sur ChatGPT, je trouve ça très osé. Et alors, on va regarder la suite. Là, en fait, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu. Ah oui, donc en fait, j'ai même pas oublié de dire. Pourquoi j'ai mis ça? En fait, voilà, le débat, c'est intéressant. C'est aussi un jeu d'esprit, ou un jeu d'échecs. On tend un pion, on tend un piège. La personne prend la pièce. Voilà. Est-ce que je t'ai fait un cadeau ou est-ce qu'il y avait un piège derrière? Une gaffe ou alors un coup de génie, voilà. Et donc en gros, là, en ayant ça, là, moi j'ai ce que je voulais, parce que du coup, je vais pouvoir rebondir dessus. Là, on a des propos qui sont diffamatoires et à la limite de l'injure publique. Ça, moi, j'aime bien, parce que là, du coup, je vais pouvoir vraiment reprendre ça et m'étaler dessus. Il n'y a pas de souci. On voit que voilà. Donc, et reste humble, t'es pas un scientifique spécialiste des disques intervertébraux, mais un youtubeur qui vend des formations. Et donc là, c'est une espèce de ce qu'on appelle un appel à l'autorité inversée. Et c'est assez osé dans le cas où on n'est pas soi-même un spécialiste. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'aurais
je pourrais avoir faux parce que je suis pas un spécialiste. Effectivement, il y a pas de souci. On peut être un spécialiste et avoir faux, mais quand on est c'est vrai que l'argument, d'autorité peut être valable des fois, hein. Quand on connaît pas un sujet ou quoi, bah, c'est plus normal, par exemple, si on connaît pas les sujets, la santé ou la nutrition, c'est un peu plus normal de se fier à quelqu'un qui est diététicien que, à une personne qui n'a rien à voir avec ce domaine-là. Mais là, du coup, dire ça, ça suppose, que, on est, en fait, soi-même, si on n'en est pas un de spécialiste, c'est compliqué. Donc OK, d'accord, moi, il y a pas de souci, je suis pas un spécialiste, mais toi, du coup, tu en es un? Voilà, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, là et donc ici, ce que je vous ai mis, c'est une pétition de principe, voilà. On me dit: «J'ai des mauvaises intentions», sans prouver pourquoi. C'est quand même, il faut, à un moment donné, il faut pas juste dire les trucs, il faut appuyer. Là, les mauvaises intentions sont plus présentes. Voilà, on me dit que j'ai des mauvaises intentions et derrière on tombe dans des propos diffamatoires. Je trouve ça assez drôle. Donc ça, une fois que j'ai ça, vous avez ça, là, faut appuyer dessus, hein. Là, vous pouvez, y aller, là, vous avez sacrifié un pion et derrière, vous pouvez mettre, peut-être que le roi, il est dans un réseau de maths. Voilà, pour l'analogie ou la métaphore, des échecs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on a une méthodologie qui est éclatée, avec le 2 poids 2 mesures ici, dans ce cas-là, moi, il y a pas de souci, on va raisonner par l'absurde. Mes sources, elles sont éclatées, il y a pas de problème. Les tiennes, elles sont où, du coup? Parce que à un moment donné, c'est bien, mais les miennes, on va faire avec les tiennes. Donc le raisonnement par l'absurde, on, va considérer les choses comme vraies et on va voir où ça nous mène. Voilà, donc là, je relève aussi son mensonge, hein, sur les cas très spécifiques qui ne sont à aucun moment, très spécifiques, hein, d'accord? Donc je rappelle le premier message, ici. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai mis là, triompher en adrem et briller en ad personam, on recommence. Une fois qu'on a déposé les arguments rigoureux, ça peut permettre une petite attaque personnelle ou qui reste dans le cadre gentil, voilà, juste piquant, ok? Le but, on est là pour piquer. Et là, du coup, on sombre totalement dans le mensonge. C'est toi qui as commencé à m'attaquer. Donc, je rappelle que moi, ma première réponse, c'était un non. Je rappelle que c'est lui qui a fait les premiers propos illégaux, hein, là, voilà, on est dans des propos diffamatoires, voire à l'injure publique. Et là, donc, je me suis mal exprimé, tu t'es senti visé et attaqué directement. Concernant les formations, oui, le terme escroc n'est pas bien approprié, mais bon, 300 balles, ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une personne quand même qui fait un peu marche arrière, je me suis mal exprimé, mais qui revient en disant: «Tu t'es senti visé, attaqué directement, je suis parti dans un délire. Concernant tes formations, oui, le terme escroc n'est pas bien approprié, mais bon, 300 balles, ouais». Donc ça, bon, alors, donc escroc toujours illégal, 300 balles. En fait, après, j'ai du mal à comprendre formation 300 balles, là, pour le coup, comme s'il y avait, un prix à partir duquel une formation était forcément de l'escroquerie. Ça n'a aucun sens de dire ça. D'accord? Une formation à 50 balles peut être de l'escroquerie, une formation à 3 000 € peut absolument ne pas en être, hein. Voilà. Bon, j'ai pas préféré pas répondre là-dessus parce que il y avait déjà pas mal de choses à dire. Et donc là, du coup, je lui ai rappelé que je l'avais pas attaqué en premier, hein, que ma première réponse c'était un non tout simple. C'est lui qui m'a attaqué en disant que mon discours, un discours que je n'ai jamais tenu, minimisait la souffrance des patients. Je lui ai dit que c'était le premier à tenir un discours injurieux, et c'est moi qui pars dans un délire. Je vous laisserai lire la suite. Et c'est assez intéressant, parce qu'à la suite de ça, de ce message-là, il a tout supprimé. Voilà, il a supprimé en fait ce premier message-là, et du coup la discussion n'apparaît plus. Voilà. Donc moi je voulais la repartager, j'ai même été sympa, j'ai coupé son pseudo, voilà, il a voulu retirer sa réponse, je lui laisse le droit au retrait de sa réponse, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on a une personne, je sais pas, en fait je sais pas c'est quoi je sais pas si c'était mal levé le matin, je sais pas ce qui s'est passé dans son quotidien pour expliquer ça. Est-ce qu'il a un problème avec les personnes qui disent que les hernies ça fait pas forcément mal? J'en ai aucune idée. Mais du coup, c'était assez intéressant. Et voilà, avec des petits outils de rhétorique, comme je vous dis, c'est pas du tout mon domaine, mais j'aime bien. Donc, vu que j'aime bien, je partage. Vous prenez ce qui vous intéresse. Vous ne prenez pas ce qui ne vous intéresse pas ou ce qui ne vous semble pas utile. Et on va finir ici avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un petit peu. Franchement, moi, ça m'a plu de la faire.
J'ai bien aimé le sujet traité, j'ai bien aimé ce petit débat-là. Et dites-moi aussi si vous, un jour, vous aimeriez bien qu'on essaye d'organiser des débats comme ça en live. Ça fait longtemps que j'en parle, je sais pas encore comment mettre en place tout ça. Si vous avez des idées, envoyez-moi, mettez pas ça en commentaire sur YouTube, envoyez-moi directement un message sur Instagram pour me dire déjà si l'idée vous tente et si vous avez des idées de mettre en place. J'ai abandonné l'idée de TikTok, il me reste deux moyens, j'ai les lives sur YouTube j'en ai jamais fait, et pourquoi pas les lives sur Twitch, que je n'ai jamais utilisé, je consomme très peu de contenu Twitch d'ailleurs. Voilà, bon je finis pour cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine, salut.